Il est peut-être 23h30 environ. La lumière est éteinte et la journée est censée être terminée. Ouais, en théorie. En théorie, c'est ça. Il y a une partie très claire de l'esprit qui sait pertinemment qu'il faut dormir pour affronter, je sais pas, la grosse réunion de demain matin, par exemple. C'est l'évidence même. Et pourtant, un pouce décide presque tout seul, en fait, de faire défiler cet écran lumineux. Une fois, puis deux, puis genre 100 fois de plus. Ah bah, on est tous passés par là. Carrément. Mais la question qui se pose alors, elle est fascinante. Qui, exactement, vient de prendre cette décision? C'est certainement pas la partie logique qui réfléchit, manifestement. C'est pas elle, non. Et ce tiraillement interne, tu sais, cette espèce de fracture entre ce qu'on sait être bon pour soi et ce qu'on fait réellement dans l'instant, c'est le point de départ de notre immersion d'aujourd'hui. Une plongée vraiment passionnante, d'ailleurs. Complètement. Les sources qu'on explore aujourd'hui plongent dans la philosophie védique, donc une tradition très ancienne, qui a disséqué cette mécanique bien avant l'arrivée de nos neurosciences modernes. Des millénaires avant, oui. Et le concept central de cette analyse, ça s'appelle Buddhi. Ça se traduit par l'intelligence, mais c'est défini spécifiquement comme le pouvoir ultime de discernement. Ok, il faut qu'on décortique ça. C'est vrai que le mot intelligence est tellement galvaudé aujourd'hui qu'il faut vraiment redéfinir ce qu'ils entendaient par là. Parce que comprendre cette machinerie, c'est surtout comprendre comment on navigue dans un monde qui est littéralement conçu pour pirater nos impulsions. Absolument. Et je dirais même que ce qui rend cette exploration si cruciale, c'est que notre conception moderne de l'esprit, elle est souvent erronée. C'est-à-dire? On a tendance à imaginer notre conscience comme un bloc unique. Tu vois, un jeu monolithique qui serait bien sagement assis aux commandes. Genre un petit pilote dans nos têtes. Exactement. Or, les textes védiques qu'on analyse aujourd'hui déconstruisent totalement cette illusion. Ils postulent une hiérarchie intérieure qui est en fait très stricte. Une vraie pyramide cognitive. C'est ça. Au niveau le plus bas de cette prise de décision cognitive, on trouve ce que la source appelle simplement le mental. Le fameux mental. Le mental, oui. Et au-dessus de ce mental, agissant comme un superviseur qui est malheureusement souvent ignoré, se trouve cette fameuse bouddhi, donc l'intelligence ou le discernement. Et d'ailleurs, la description que le texte fait de ce mental, elle est assez redoutable en fait. Ouais, c'est pas très flatteur. C'est pas du tout un outil de réflexion complexe, ok? C'est décrit presque comme un algorithme bilaire, genre une machine purement réactive, dont la seule et unique fonction, c'est de trier les stimuli en deux catégories. L'attraction et la répulsion. Voilà. En gros, le mental cherche ce qui est plaisant dans la milliseconde qui suit, et il repousse tout ce qui est inconfortable. Il a aucune notion du futur. Aucune. Aucune notion des conséquences. Si on reprend notre exemple du téléphone à minuit, le mental, il voit la lumière de l'écran, il reçoit la petite décharge de dopamine, et il dit juste J'aime ça, je continue. « et c'est ça, encore ». Il y a pas de réflexion. Et la tragédie de cette mécanique, c'est que ce mental, il est extrêmement bruyant et surtout très rapide. Très rapide, ouais. Il opère vraiment sur le terrain de l'immédiateté sensorielle. Et face à cela, Bouddhi, l'intelligence, elle opère sur un tout autre registre. Elle joue pas dans le même cours. Pas du tout. Elle ne réagit pas bêtement aux stimuli, elle évalue selon des valeurs. C'est la faculté qui est capable de s'extraire de l'urgence de l'instant pour formuler un vrai jugement à long terme. Donc c'est elle qui chuchote dans un coin de notre tête, tu sais, cette action va ruiner ta santé demain. C'est exactement elle. Mais la difficulté réside dans le fait que la voix du discernement est beaucoup plus subtile. Elle est plus lente à s'exprimer que le hurlement de l'impulsion immédiate. J'essaie de visualiser un peu cette dynamique au quotidien, tu vois. Si on imagine, disons, un enfant dans un magasin de bonbons. Ah, j'aime beaucoup cette image. Ouais, imagine l'enfant entouré de couleurs super vives, de sucre partout. L'enfant, en fait, c'est le mental. Son cerveau est juste inondé de signaux d'attraction. Il veut tout consommer, tout de suite. Complètement. Et l'intelligence, Bouddhi, ce serait le tuteur qui l'accompagne dans le magasin. Le tuteur, lui, il sait lire les étiquettes nutritionnelles. Il connaît le concept abstrait, le carie dentaire. Il a une vision à long terme. Il a le recul nécessaire. Voilà. Mais là où cette analogie trouve peut-être ses limites, c'est qu'un vrai tuteur physique peut juste prendre l'enfant par la main ou par le col et le sortir de force du magasin. Oui, il a l'avantage de la force physique. Sauf qu'à l'intérieur de notre esprit, Bouddhi n'a pas de main. Elle peut pas juste neutraliser physiquement le mental. Donc, concrètement, comment cette intelligence fait-elle pour imposer sa vision à long terme quand les impulsions du mental crient aussi fort? C'est là que la question fondamentale. Oui, c'est quoi ces leviers d'action en fait? Et c'est là que la source devient extraordinairement précise. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'intelligence n'utilise pas la force brute pour faire taire le mental. Parce que c'est impossible. C'est voué à l'échec. À la place, elle utilise des outils de traitement de l'information.
Le texte énumère en fait 5 fonctions spécifiques. 5 instruments. Voilà, 5 instruments par lesquels ce pouvoir de discernement opère. Si on les prend dans l'ordre, on a la compréhension juste, la mémoire, le doute, la compréhension erronée et la capacité de retrait. Capacité de retrait qui est souvent traduite par le concept de sommeil dans les textes, c'est ça? Exactement, le sommeil ou le repos profond. Bon, il y a une progression fascinante dans ces outils, et il y en a certains qui me semblent vraiment nécessiter un sérieux examen. Lesquels te surprennent le plus? Prenons la compréhension juste. On en saisit tous la finalité, c'est l'objectif ultime, tu vois, l'alignement parfait entre la réalité, nos valeurs et nos actes. C'est le but à attendre, oui. Mais attardons-nous 2 secondes sur la mémoire. Dans la vie courante, on voit un peu la mémoire comme un simple disque dur, tu sais, une archive passive. Un endroit où on stocke des dossiers, oui. C'est ça. Comment le texte justifie-t-il que ce soit un instrument actif de contrôle sur nos impulsions? En fait, c'est très logique quand on y pense. Sans mémoire, le discernement n'a littéralement aucun carburant. Aucun carburant. Bah oui. Le mental, lui, vit dans un présent perpétuel. Pour que Boudioli puisse contrer une impulsion immédiate, elle doit pouvoir invoquer le poids d'une expérience passée. Ah, je vois. La mémoire, dans ce contexte philosophique précis, c'est pas juste le rappel mécanique d'un fait divers, c'est la réactivation sensorielle de la conséquence. Ok, donc quand le mental dit mange cette 3e part de gâteau parce que le sucre c'est génial, L'intelligence utilise la mémoire pour faire remonter la sensation physique de l'indigestion qu'on a vécue le mois précédent. ah ouais, Elle oppose une réalité passée concrète à une fausse promesse de plaisir futur. c'est exactement ça. Et plus cette mémoire est vive, plus elle est accessible, plus le discernement aura de poids face à l'immédiateté de la tentation. La mémoire sert donc de contrepoids sensoriel. C'est super clair et c'est très puissant. C'est une arme redoutable contre l'impulsivité. Le 3e outil mentionné, c'est le doute. Et là, ça devient presque contre-intuitif. Oui, on a souvent une mauvaise image du doute. Bah oui, souvent, on perçoit le doute comme une faiblesse, tu sais, une paralysie de l'esprit, un manque cruel de confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Voilà, pourquoi une philosophie dédiée au discernement suprême ferait-elle du doute une fonction essentielle de l'intelligence suprême? Parce que le doute, c'est ni plus ni moins que le frein d'urgence de la cognition. Le frein d'urgence. Absolument. Le fonctionnement par défaut de notre mental, c'est la certitude impulsive. Il dit « je veux ça, donc c'est que c'est bon pour moi, point ». Aucune nuance. Aucune. Le doute, c'est donc l'outil par lequel Bouddhi vient briser cette chaîne automatique stimulus-réponse. Attention, on ne parle pas ici du doute anxieux ou existentiel qui nous détruit à petit feu. Genre, qui suis-je, où vais-je? Non, c'est pas ça. C'est le doute méthodique. C'est cette capacité extraordinaire de suspendre l'action juste une fraction de seconde pour insérer une petite question « est-ce vraiment utile ?» Ah, je comprends. L'introduction de ce simple point d'interrogation crée l'espace nécessaire, en fait. C'est ça crée la brèche pour que la compréhension juste puisse enfin émerger. Sans cette capacité à douter de nos propres impulsions immédiates, on serait juste des automates. Des robots programmés par nos envies les plus basiques. Totalement. C'est vraiment ce moment de flottement où le doigt hésite juste avant de cliquer sur « Acheter ». Exactement, cet instant-là. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est carrément une intervention chirurgicale de l'intelligence. J'aime beaucoup cette perspective. C'est très libérateur de le voir comme ça. Mais c'est sur le 4e point que je dois vraiment soulever une objection, parce que là, ça me bloque un peu. Je t'écoute. Le texte cite la compréhension erronée comme une fonction de l'intelligence supérieure. Oui, l'erreur. Comment le fait de se tromper, de mal interpréter une situation, peut-il être classé parmi les outils de Bouddhi? N'est-ce pas, par définition même, un échec total du discernement? Ça ressemble à un paradoxe, c'est vrai. Si l'on conçoit l'intelligence comme une espèce d'encyclopédie infaillible et figée, oui, l'erreur semble être un défaut fatal du système. Bah oui, un bug. Mais la tradition philosophique qu'on examine aujourd'hui voit l'intelligence de manière beaucoup plus organique. C'est un processus dynamique d'étalonnage. D'étalonnage. Oui, pour interagir avec un monde qui est complexe, chaotique et toujours changeant, l'intelligence doit continuellement formuler des hypothèses. Et inévitablement, certaines de ces hypothèses seront fausses. Ok, donc on lance des sondes pour tester la réalité. Exactement. La compréhension erronée n'est donc pas du tout une panne de la conscience. C'est la friction nécessaire à l'apprentissage. Ah, c'est intéressant. C'est justement en réalisant que notre compréhension était erronée que l'intelligence réajuste ses paramètres pour la prochaine fois. Donc, sans erreur, pas de mise à jour. C'est ça. Si Bouddhi n'avait pas cette capacité de se tromper, de reconnaître l'erreur et de l'intégrer, elle serait complètement rigide. Elle casserait au premier imprévu, voilà.
Elle serait incapable de s'adapter à des circonstances inédites. L'erreur est vraiment la matière première de l'évolution cognitive. Autrement dit, une intelligence qui serait incapable de produire une compréhension erronée, ce serait juste une intelligence incapable de faire la moindre tentative. C'est exactement ça. C'est quand même un changement de paradigme complet par rapport à notre société actuelle qui a tendance à pénaliser la moindre erreur. On stigmatise beaucoup l'échec, oui. Alors que là, on nous dit que l'erreur fait littéralement partie du manuel d'utilisation de notre esprit. C'est une fonctionnalité, pas un bug. Ce qui nous amène, du coup, à la cinquième et dernière fonction, et là, de loin, c'est la plus déconcertante, le sommeil, défini spécifiquement par la source comme la capacité de retrait. Une notion très importante. Et là encore, il faut vraiment qu'on s'arrête. Parce que dans notre monde obsédé par la productivité, se retirer, fermer les yeux, s'endormir, c'est souvent vu comme un abandon. Un signe de faiblesse. Ouais. Est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'une excuse philosophique bien pratique pour justifier la fuite face aux responsabilités? Ou, je sais pas, simplement la paresse? C'est le piège classique d'interprétation. Comment on distingue le retrait de l'intelligence suprême d'un simple comportement d'évitement, alors? La distinction, elle est fondamentale. L'évitement ou la paresse, ce sont des réactions de défense du mental. Du mental, donc du niveau inférieur. Oui, le mental fuit ce qu'il perçoit comme douloureux ou inconfortable. Il veut juste retourner à son confort. Ok, je vois la nuance. Le retrait exercé par Bouddhi, en revanche, c'est une stratégie délibérée d'allocation d'énergie. C'est pas subi, c'est choisi. Voilà. Pense à notre environnement actuel. Il bombarde continuellement nos sens. Chaque notification de téléphone, chaque publicité dans la rue, chaque interaction exige une réponse de notre part. C'est épuisant. C'est insoutenable. Si l'intelligence devait analyser, douter, chercher dans la mémoire et rectifier chaque microstimulus entrant, le système nerveux s'effondrerait sous la charge. C'est une surchauffe complète du processeur, quoi. Totalement. C'est pour ça que la capacité volontaire de retrait est une marque de sophistication supérieure. C'est l'acte de dire consciemment « ce stimulus-là ne mérite même pas d'être traité Exactement. C'est débrancher consciemment l'appareil réactif. Le sommeil, dans ce contexte védique, ça dépasse le simple repos physiologique qu'on connaît. ». C'est plus qu'une sieste. Et l'aptitude à retraire son attention du tumulte extérieur pour la ramener vers l'intérieur. Si l'intelligence ne sait pas ignorer le superflu, elle n'aura jamais, au grand jamais, la clarté nécessaire pour se concentrer sur l'essentiel. Donc c'est une forme de protection de notre sanctuaire intérieur, en fait, contre ce pillage sensoriel permanent. Magnifiquement résumé, c'est un bouclier. C'est le mode avion de la conscience. J'adore cette expression. Décider que certaines batailles ne valent tout simplement pas notre bande passante mentale. C'est tout à fait ça. Quand on relie toutes ces fonctions, donc on a la mémoire comme carburant, le doute comme frein d'urgence, l'erreur comme étalonnage et ce retrait comme bouclier, on réalise à quel point l'architecture de notre conscience est sophistiquée. Elle est brillante. Mais pour rendre tout ça peut-être un peu moins abstrait, parce que c'est très conceptuel, les textes anciens utilisent très souvent des métaphores visuelles. Oui, ils étaient très doués pour ça. Et la source propose ici l'une des analogies les plus célèbres de l'histoire des idées, l'analogie du char. Ah, la fameuse. C'est une image qui rassemble toute cette mécanique interne super complexe en une seule scène physique et facile à comprendre. Tu peux nous la décrire? Bien sûr. Et si cette image du char a traversé les millénaires, c'est parce que sa physique correspond vraiment parfaitement à notre psychologie. On t'écoute. Le texte nous invite à visualiser un char qui est tiré par plusieurs chevaux vigoureux. Les chevaux, ici, représentent nos sens, nos organes d'action. Ceux qui perçoivent le monde extérieur? Voilà. Ils font toujours avides d'aller de l'avant, d'interagir avec le monde, de chercher de la stimulation. Ils ont de l'énergie à revendre. Énormément. Au-dessus d'eux, attachés à leur mort, on a les rênes. Ces rênes qui les guident symbolisent le mental. Donc l'organe de transmission. C'est ça. Le mental reçoit les impulsions nerveuses des sens et les traduit en mouvement ou en envie. Et le pilote dans tout ça? Enfin, debout à l'arrière, solidement planté sur le char, se tient le cocher. Ce cocher, c'est Bouddhi, l'intelligence, notre faculté de discernement. C'est lui le vrai patron. Normalement, oui. C'est lui qui tient les rênes, qui a la carte en tête, qui fixe la destination lointaine et qui est censé imposer le rythme et la direction à tout l'attelage. Ce qui est vraiment brillant dans cette allégorie quand on y réfléchit 2 secondes, c'est la notion de dépendance physique entre tous ces éléments. Comment ça? Si on analyse la mécanique pure du char, on se rend vite compte que le cocher ne peut pas toucher les chevaux directement. Ah oui, c'est juste. Il est physiquement très loin d'eux, séparé d'eux. S'il veut diriger le char, il est absolument obligé de passer par l'intermédiaire des rênes. Il n'a pas le choix.
Et ça, philosophiquement, ça veut dire que le mental, nos impulsions, nos désirs primaires, c'est pas nos ennemis intrinsèques. On ne cherche pas à s'en débarrasser. Surtout pas. Si le cocher décide, sous prétexte de pureté ou je sais pas quoi, de couper les rênes parce qu'elles tirent trop fort, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il perd absolument tout moyen de communication avec les chevaux. Exactement. Et le char, du coup, soit il bouge plus du tout, soit il part complètement dans le décor. Il n'y a plus de contrôle. Sans le mental, sans nos impulsions et nos sens, il n'y a pas de mouvement possible. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'action dans le monde. C'est une paralysie totale de l'être. Et c'est une distinction clé. La maîtrise de soi, ce n'est donc absolument pas la destruction de l'impulsion. L'ascétisme extrême, tout ça. Non, c'est pas le but. Le secret de cette maîtrise réside plutôt dans la tension des rênes. L'attention juste. Voilà. Le cocher ressent la force brute des chevaux à travers le cuir des rênes dans ses mains. Il perçoit l'agitation du mental face aux obstacles, aux tentations sur la route. Il sent que ça tire. Il sent que ça tire, oui, mais il ne se laisse pas pour autant tirer en avant et emporter. Il utilise ses propres appuis, sa force de discernement, pour maintenir une tension qui est ferme mais mesurée. Et s'il fait pas ça? S'il relâche son effort? S'il lâche la pression, si le cocher devient complaisant, distrait, et se contente de tenir mollement les rênes sans imposer aucune direction, là, la dynamique s'inverse de façon dramatique. Et c'est exactement là le cœur du problème de notre quotidien. Que se passe-t-il physiquement si le cocher lâche les rênes et laisse le char avancer tout seul? C'est le chaos assuré. Oui, les chevaux ne vont pas, par miracle, décider de suivre sagement la route super complexe et rocailleuse qui mène à notre grande destination à long terme. Ils n'ont pas cette vision. Ils obéissent qu'à l'immédiateté. S'ils voient, je sais pas, une touffe d'herbe bien tendre sur le bas-côté, ils iront direct vers elle. C'est naturel pour eux. S'ils voient une descente facile au lieu de la montée ardue qu'on avait prévue, ils s'engouffreront dedans. Le char déviera instantanément de sa trajectoire. Il oubliera son objectif global. Pour se satisfaire bêtement de la récompense la plus proche. La gratification instantanée prend alors le contrôle total de l'équipage. Et tu sais, cette déviation, c'est vraiment la métaphore parfaite de la perte de sens dans nos vies. C'est-à-dire? Quand Budsy cesse de superviser, quand nos valeurs profondes à long terme ne sont plus notre force de guidage, notre vie devient juste une série de réactions aléatoires aux stimuli de notre environnement. On navigue à vue. Pire, on navigue d'une impulsion à une autre, comme des bouchons sur l'eau. La relation entre le cocher et les rênes doit impérativement être une relation de supervision constante et active. Donc le cocher utilise la mémoire pour se souvenir de la carte de la route. Exactement. Il utilise le doute face à un croisement qui semble un peu ambigu. Il accepte la compréhension erronée s'il réalise qu'il s'est trompé de chemin et qu'il doit faire demi-tour. C'est ça. Et il maintient l'ensemble du char sur la voie qu'il a sciemment choisie, et ce, malgré toutes les protestations de l'attelage qui voudrait bien s'arrêter brouter. En parcourant l'ensemble de ces concepts, tu vois, de la séparation entre l'impulsion binaire et ce discernement profond, jusqu'à cette formidable image visuelle du cocher, il devient évident que prendre une décision, c'est jamais un acte simple. C'est tout un travail intérieur. C'est l'aboutissement d'une vraie lutte de pouvoir interne. Cette plongée dans les sources nous montre qu'on possède tous, vraiment par conception, les outils nécessaires pour pas être de simples spectateurs impuissants de nos propres pulsions. On n'est pas des victimes de notre cerveau. De cette exploration d'aujourd'hui, c'est pas seulement de théoriser de vieux textes, c'est de modifier concrètement notre regard sur nos propres comportements au quotidien. C'est clair. Et le véritable défi pour quiconque écoute cette analyse, c'est vraiment d'apprendre à identifier en temps réel quelle partie de cette hiérarchie est en train de prendre le contrôle. Faire des arrêts sur image, quoi. Voilà. Face à un choix, aussi banal soit-il, comme ouvrir une application sur son téléphone, l'exercice consiste à observer ce mécanisme de l'intérieur. Est-ce que c'est l'attention immédiate de la reine qui dicte mon action, motivée par un confort immédiat? L'impulsion? Oui. Ou est-ce que c'est le cocher qui, lui, maintient le cap en fonction d'un objectif ultérieur et bien plus profond? La véritable maîtrise, elle commence par cet intervalle. Ce moment ultra précis où le doute est invoqué pour venir court-circuiter l'automatisme. Cette fameuse fraction de seconde où l'on reprend possession de notre char. C'est puissant. L'architecture de la conscience telle qu'elle est décrite ici, elle est aussi fascinante qu'exigeante, faut l'avouer. Ah, ça demande de la pratique. Mais avant de clore cette immersion, il y a un détail qu'on a évoqué tout à l'heure et qui reste curieusement en suspens. Une sorte de faille logique presque troublante dans ce modèle parfait. Ah, laquelle?
On a établi que l'intelligence, donc le grand cocher de notre existence, possède 5 outils. Et on a dit que le dernier de ces outils, c'est cette indispensable capacité de retrait. Ce fameux sommeil volontaire pour se protéger de la surcharge et des sollicitations extérieures. Oui, une nécessité absolue, comme on l'a dit, pour ne pas s'épuiser face au monde. Une nécessité, certes, on est d'accord, mais qui soulève quand même une interrogation vertigineuse. Lorsque le tumulte extérieur est beaucoup trop fort et que l'intelligence, ce cocher, qui est le garant de nos valeurs, décide délibérément d'utiliser sa capacité de retrait. Oui, Lorsqu'il ferme les yeux, en fait, pour se reposer et se préserver, pendant ce temps-là, qui est en train de tenir les rênes? c'est une excellente question. Et surtout, vers quelle prairie totalement inconnue ou vers quel précipice les chevaux de nos impulsions décident-ils d'emmener le char à pleine vitesse pendant que le discernement suprême est en pause? Voilà une pensée fascinante à méditer. C'est une réflexion qu'on gardera tous à l'esprit, je pense. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très bientôt pour une nouvelle plongée.